crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Vous le savez, depuis septembre, pendant le 20h, nous essayons de questionner la société corse en mouvement. Et ce soir, je vous propose de revoir deux débats. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Depuis le putsch manqué du 15 juillet dernier, l'état d'urgence est en vigueur en Turquie et le président Erdogan de poursuivre sa purge. Les chiffres sont effrayants, 32 000 fonctionnaires ont été suspendus, dont la moitié dans l'éducation. 45 journaux et 17 chaînes de télévision ont été fermées. Près de 13 000 arrestations dans l'armée et la justice. 1229 organisations et fondations caritatives fermées. Et le président Erdogan a pour volonté de rétablir la peine de mort. Cette grande purge a lieu sous nos yeux et plus que jamais, il est indispensable d'en comprendre le sens et la communauté internationale ne doit pas détourner le regard sous prétexte de lutte contre le terrorisme. La crise des réfugiés, c'est le thème de notre débat du soir. Le dernier rapport d'Amnesty International est sans équivoque. Depuis plusieurs années, l'UE, qui compte plus de 500 millions d'habitants et qui constitue l'ensemble politique le plus riche de la planète, s'est montré incapable d'apporter une réponse cohérente, humaine et respectueuse des droits humains dans la crise des réfugiés. Se pose donc la question, avec la crise des réfugiés, le vieux continent est-il encore le symbole des droits de l'homme? Les points de vue de nos deux journalistes, Sébastien Pisagne et Thomas Brunel. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Oui, on va revenir sur la crise des réfugiés. Le téléspectateur assidu à pendant le 20h sait que nous l'évoquons souvent, notamment dans les éditos de début d'émission. Le vieux continent est-il encore le symbole des droits de l'homme? Vos points de vue à tous les deux. Thomas, vous traitez souvent de ces sujets-là dans vos émissions sur RCFM, Méditerradio, Cantara. Est-ce que c'est un sujet qui anime, qui intéresse forcément, qui interpelle les journalistes avec lesquels vous travaillez? Bien sûr, c'est la problématique numéro un, que ce soit dans Cantara, parce qu'il y a l'Égypte, il y a le Maroc, la Tunisie, l'Espagne aussi, et l'Algérie, et Méditerranée avec la Sardaigne et la Sicile, donc qui est quand même en première ligne. Et c'est vrai que ces sujets reviennent régulièrement et on a décidé d'ailleurs de faire des émissions spéciales consacrées à cette problématique. Et puis c'est un dossier, un sujet qui intéresse aussi les médias en général, le bassin méditerranéen. Et l'année dernière, il y avait à La Valette, à Malte, une conférence de la COPEAM, donc qui rassemble les médias audiovisuels publics de Méditerranée, avec une conférence avec un thème, le traitement de cette information par les médias nationaux et internationaux. Et là, on s'est aperçu que finalement, ce traitement laisse vraiment à désirer, pas très objectif, au mieux partiel, ne serait-ce que dans la sémantique. Migrant, c'est quoi un migrant? Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte un lieu, un pays notamment, pour aller dans un autre d'une manière volontaire. C'est-à-dire, il a envie de partir et il s'en va. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'on soit érythréen, qu'on soit syrien ou afghan, quand on quitte ce pays-là, c'est parce qu'on est en danger de mort, parce que votre famille est menacée et qu'on essaie d'aller ailleurs et d'être des réfugiés, de se réfugier dans un pays qui nous accueille. On en est à ce stade-là. Mais dans l'information, ces gens qui sont en exil sont considérés comme des migrants. Et souvent, quels sont les synonymes de migrants? C'est terroristes, c'est voyous. On va parler de la jungle de Calais. Donc, il y a toute cette sémantique, ces termes qui sont employés, qui, déjà au départ, faussent complètement le dossier, l'analyse. Oui. Sébastien? Oui, alors je ne suis pas aussi spécialisé que Thomas sur ce type de traitement, mais évidemment que ça interpelle les médias de l'ensemble du bassin méditerranéen. Je regardais, alors j'aime pas trop ce genre de comptabilité, 3800 morts en Méditerranée à la fin octobre depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on a complètement dépassé déjà ce qui avait été observé, relevé en 2015. Donc c'est sûr que c'est devenu un sujet hyper récurrent et je rejoins Thomas sur la manière de le traiter parce que Dieu sait que dans cette émission on revient souvent sur la signification des mots.
Alors bien sûr, il y a des gens qui se déplacent pour des raisons économiques, c'était déjà vrai hier, ça le sera aussi demain, mais on a tendance à rassembler dans un même ensemble aussi tous ceux qui quittent des pays en guerre et dans des cas de détresse extrême. Alors, ce qui nous intéresse également ici, dans cette émission ce soir, c'est d'évoquer le volontarisme politique et la place de l'Union européenne dans ce dossier, dans cette crise des réfugiés. Je voudrais juste, je sais, Sébastien, vous venez de le dire, les bilans, les chiffres, c'est pas forcément agréable, mais c'est important aussi pour contextualiser tout cela. Quelques données factuelles. Des dizaines de milliers de personnes fuient les conflits et la misère au Moyen-Orient et en Asie. Ils débarquent chaque jour pour emprunter la route migratoire des Balkans. Thomas l'a signalé. L'Union européenne a signé un accord avec Ankara en mars 2016 sur la fermeture des frontières sur cette axe. Depuis, 140 000 candidats à l'asile ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, vers l'Italie notamment. On voit bien ce qui se trame autour du bassin méditerranéen. C'est là où aujourd'hui il y a cet enjeu, cette crise migratoire. Mais je crois qu'il faut quand même faire un point sur la situation en général. Nous, on voit l'arrivée de ces réfugiés, de ces pauvres réfugiés, moi je dis. Mais on va prendre par exemple la Syrie. Que fait Bachar el-Assad ? Eh bien, Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il en fait de ces réfugiés ? Il en fait un instrument politique. Et ça, Marina Kalkoul, qui est politologue et qui est chercheur et spécialiste de ces régions-là, le dit dans ses ouvrages. C'est un instrument politique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il bombarde à Alep, puisque c'est l'actualité, les hôpitaux, les convois humanitaires, la population civile. Que font ces gens-là ? Ils s'en vont. Donc ça vient grossir le rang des gens qui quittent la Syrie pour aller se réfugier en Europe. Mais en Europe, de voir arriver tous ces réfugiés, c'est un gros souci qui déborde même sur la politique interne de ces pays. Et on sent qu'il y a des pays, la France notamment, et la Corse aussi, où on est coupé en deux. Il y a ceux qui sont d'accord pour les accueillir, et la plus grosse partie qui... Alors, Bachar el-Assad, c'est un instrument politique, parce que c'est dans sa stratégie de guerre. Il envoie tout ce monde-là en Europe, et on s'est aperçu que cette stratégie marche. Parce qu'au début, tout le monde voulait faire tomber Bachar el-Assad. Maintenant, on veut trouver une position et un règlement diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que il faut qu'il arrête maintenant de bombarder pour que les gens restent chez eux. Et ce chantage, je dirais, aux réfugiés, ça fonctionne et ça fait partie d'une stratégie de guerre. Et puis alors, en Europe, en plus, une dynamique collective qui, encore une fois, est complètement en panne. Enfin, en tout cas, on essaie de s'en sortir tant bien que mal. Là, on vient de mettre en place une toute nouvelle agence européenne des gardes-frontières. C'est étonnant, on l'a fait seulement en 1 an. Normalement, en Europe, on a beaucoup de mal à faire aussi rapidement. Mais ça renvoie à ce qui se passe dans nos pays. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Merkel commence à prendre de sacrées vestes sur le plan électoral, donc elle a besoin aussi un peu de hâter le pas. Donc on voit une espèce d'Europe qui essaie de réagir comme elle peut avec son opération Triton en Méditerranée, qui au début en tout cas s'est avérée beaucoup moins efficace que Mare Nostrum. Donc sur le plan humanitaire, on fait ce qu'on peut, encore une fois. On ne va pas non plus dire qu'on ne fait rien et se flageller. Mais c'est évident que l'Europe, une nouvelle fois, à mon sens en tout cas, montre toute la difficulté qu'elle a à organiser de façon vraiment collective, rationnelle, intelligente et humaine cet énorme enjeu auquel on est tous. Et puis l'Europe réussit son coup. Est coupée d'ailleurs. L'Europe est coupée. Si on prend les pays de l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Pologne, qui ont toujours refusé cette relocalisation de 160 000 réfugiés. C'est aujourd'hui moins de 10% qui ont été relocalisés. Moi, vous savez, pour moi, ça dit beaucoup de l'époque. En 1956, il y a eu une révolution en Hongrie, terrible, réprimée par les soviétiques à l'époque. Je crois qu'il y avait plus de 220 000 Hongrois qui ont fui le pays, qui ont débarqué en quelques semaines en Autriche. À l'époque, il n'y avait pas de politique communautaire, machin. Et on a réussi à absorber ces gens-là. Aujourd'hui, on se rend compte... 56, c'était pas loin de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que dans les mentalités, il y a des choses qui ont changé. À l'époque, il y avait une solidarité qui se mettait en place. On n'avait pas besoin de dispositifs. On n'avait pas besoin d'argent. Il y a des choses qui se mettaient en place. Et aujourd'hui, je ne vais pas tirer sur les Hongrois. On peut comprendre aussi peut-être un petit peu... La situation économique aussi bien qui joue évidemment. là-dessus. Mais on se rend compte, voilà, pour moi, c'est pas une... Évidemment, on parle de valeurs. Bon, on invoque toujours les valeurs quand tout a foutu le camp et on essaie de se raccrocher à quelque chose. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, synonyme d'une époque aujourd'hui qui ne sait plus faire face aux vrais enjeux.
Et pour illustrer, et pour rester dans le bassin méditerranéen avec les émissions Méditerradio, il y a deux exemples qui s'opposent et qui un peu résument ce que vient de dire notre ami. Écoutez-moi, par rapport à la Sardaigne. La Sardaigne entre dans le plan gouvernemental d'accueil des réfugiés. La Corse n'y est pas dans le plan français, comme l'Île-de-France. La Sardaigne y est. Donc des réfugiés vont arriver. On aménage des endroits, notamment des bâtiments qui sont désaffectés, genre une école qui est désaffectée, on l'aménage, on la rénove pour accueillir les réfugiés. Qu'a fait la population de cette ville à côté de Cagliari? Ils ont plastiqué cet endroit. Ça fait que, déjà, il n'y aura pas de lieu pour les accueillir. Mais c'est quoi la conséquence? C'est que la Sardaigne va être retirée du plan gouvernemental. Et en Sicile... Alors en Sicile, c'est l'inverse. À Lampedusa, il y a 3 ans, il y avait eu un naufrage avec 366 morts. Et 3 ans après, on a rendu hommage aux disparus. Il y a eu une rencontre qui s'est faite entre les habitants de Lampedusa et les rescapés de ce naufrage, notamment des petits-enfants, dont un qui est né là-bas à Lampedusa. Il y a eu cette espèce d'union et de réunion de 2 peuples, de 2 populations, qui a fait quelque chose de très émouvant. Donc on a 2 exemples qui traduisent exactement ce qui se passe chez nous. Il y a plus de contre que de pour, mais les pour, quand même, il y a une émotion, il y a un message beaucoup plus fort. On remarquera que l'État n'a préféré ne pas... Oui, voilà, de conscience corse. Ouais. On remarquera que l'État n'a préféré ne pas installer de centre d'accueil en Corse. Il a décidé de conscience corse, oui. Et l'Île-de-France aussi. Et l'Île-de-France, c'est vrai. Conscience corse, bah oui, parce que voilà, cette tradition de solidarité, de générosité. Mais bon, je veux dire, en Sardaigne, je pense que ce sont des gens très hospitaliers aussi. Non, oui, mais je pense que la majorité, j'espère en tout cas, être plus hospitalière. Mais voilà, il y a même cette stratégie un peu voilà, de mettre commettre un attentat pour justement que la Sardaigne sorte de ce dispositif. Et ça, vous l'avez évoqué avec les journalistes dans Méditerradio, oui. Sur RCFM. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments. Cette question, la crise des réfugiés, le vieux continent est-il encore, finalement, le symbole des droits de l'homme? C'est avec vous, Sébastien, que je commence. J'ai toujours du mal avec les symboles. Voilà, les droits de l'homme, bon, France, pays des droits de l'homme, Europe... Bon, le problème n'est pas là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de bonne volonté dans ces pays. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est la traduction politique qui tarde à se mettre en place de façon, encore une fois, cohérente. On est vraiment confronté à cette Europe qui a du mal à faire face à un certain nombre de défis et qui est dans ce repli. Allez, on va encore évoquer le Brexit, qui est dans ce repli. On voit bien que les peuples ont de plus en plus de mal à se retrouver dans une certaine idée européenne. Ça rejaillit notamment sur ce dossier des réfugiés. Thomas ? Alors moi, je pense que d'abord, les réfugiés sont des hommes, des femmes, des enfants, des familles. J'en ai rencontré qui ont leur histoire, qui ont leur vie, qui ont leurs espoirs aussi, et qui essayent de rebondir, enfin, terme un peu moderne, mais dans cette situation-là. Et je retiens cette image du petit Elan qui est mort sur cette plage de Turquie. On en a parlé beaucoup, ça avait ému le monde. Mais 1 an après, qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste pas grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, arrêtez avec migrants, réfugiés, exilés. Ce sont des gens qui souffrent, qui ne sont pas partis de leur propre volonté, de leur pays, mais qui cherchent refuge ailleurs, qui sont des exilés. À nous de les accueillir. Et je retiendrai pour terminer quelques mots d'une chanson magnifique de Jean-Paul Poletti pour parler de la Corse. En Corse, on disait « Miti misem prum piatum piu » pour accueillir personnes de l'étranger de passage. Moi, je veux croire encore à ça, mais quand je lis sur les réseaux sociaux ce déchaînement contre, justement, ces réfugiés, j'ai peur que notre mentalité d'accueil, d'hospitalité, de générosité de la Corse fond actuellement comme la banquise en Arctique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet essentiel en Méditerranée et au-delà, évidemment. Dans un récit du journaliste Domenico Quirico, le journal italien La Stampa pose la question: la mafia fait-elle affaire avec le mouvement terroriste État islamique? Les islamistes échangeraient des œuvres d'art et archéologiques dérobées contre des armes et le circuit de transmission passerait par la Moldavie, l'Ukraine et cela orchestré par la mafia russe. Les médiateurs et les vendeurs seraient des membres de la Camorra en Italie et la criminalité chinoise s'occuperait du transport. Rien que ça. La mafia et le mouvement terroriste main dans la main pour une véritable géopolitique de la terreur avec, en point d'orgue, la destruction d'une part de notre humanité. C'est le débrief culturel, c'est une toute nouvelle séquence dans Pendant le 20h. Nous essayons d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires au débat par le regard, par le prisme de la culture avec le cinéma
et évidemment la littérature, les livres, la bande dessinée, avec Marcel Pétrichoul et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Le débrief culturel avec Marcel Pétrichoul, notre libraire, vous le savez, tous les vendredis pour l'agenda culturel, et Xavier Affre, notre cinéphile, qui est enseignant également, c'est important de le dire. Nobody's perfect. Oui, Nobody's perfect. Entre autres. Alors nous allons essayer d'apporter des éléments de réflexion. Vous allez essayer d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires au débat qui a opposé, non pas qui a opposé en fait, aux échanges entre Philippe Olivier et Marie-Josée Arriguet-Landine. Mais avant, quelques mots justement sur ce que vous avez entendu, Marcel. Ouais, moi j'ai retenu une chose, c'est crime contre l'humanité. Quand on détruit des lieux culturels, particulièrement des livres, quand on brûle des livres, c'est un crime contre l'humanité. On l'a dit, on détruit une pensée. Mais quand on brûle les livres, on détruit aussi une histoire, la mémoire et l'identité d'un peuple. Donc oui, crime contre l'humanité. Xavier ? Alors j'avais retenu ça aussi, mais moi j'ai cru comprendre qu'on était au-delà même de la culture. Là, hein. Il est évident que quand on parle de personnalités ou de gens ou de terroristes qui n'hésitent pas à tuer des gens, imaginez le livre. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse, c'est que vous avez dit, ils sont... ils aiment bien un livre, c'est le Coran. Et c'est déjà, c'est déjà ça. C'est ce que je dis, ça paraît évident, enfin ça paraît pas évident forcément, mais le fait déjà d'en sauver un, je me dis qu'il y a peut-être un espoir, peut-être d'essayer, vous voyez, c'est mon côté très optimiste, de dire que quand même... Vous voyez la lumière là où peut-être elle n'y est pas, mais c'est... Voilà. Alors certes, le Coran, vous l'avez dit aussi, c'est complètement dénaturé puisqu'ils appliquent leur Coran. Ouais. Hein, mais leur interprétation du Coran. Déjà c'est ça. Alors voilà, c'est toute petite, mais alors c'est 0,001% d'optimisme. Mais c'est votre regard, et justement c'est avec vous qu'on va continuer. Et le cinéma qui a évoqué ces questions-là, évidemment. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, pendant le débat, brûler des livres, etc., d'autodafé. Alors, c'est évident que le cinéma s'est tout de suite emparé de ces éléments-là. Et de suite me venait en tête, moi, l'idée d'Indiana Jones. On est tous fans du dernier, La Dernière Croisade, et de Sean Connery, qui était le grand... Ah oui, enfin, c'est le dernier bon. Voilà, vous avez compris. Donc, le père d'Indiana Jones qui disait à un nazi, les gens de votre espèce, au lieu de brûler les livres, feraient mieux de les lire. Vous voyez, ça me revient toujours en tête. Et effectivement, dans plein de films, alors peut-être celui qui résume le mieux cette idée-là, le fait de brûler des livres, un objet quand même qui est excessivement symbolique, c'est le film peut-être de François Truffaut, adapté de Bradbury, Fahrenheit 451, parce que dans ce film, justement, on a un petit peu tout ce qu'on voit déjà là, c'est-à-dire une brigade chargée des mœurs, hein, appelons-la comme ça, chargée de contrôler, de vérifier les livres, et dès qu'il y a un livre, de le brûler, parce que les livres, c'est la connaissance, et on ne veut pas que les gens se mettent dans la connaissance. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que je pense que brûler des livres, bon évidemment c'est pas anodin, c'est que les terroristes ont envie, et bien sûr, que les gens n'aillent pas à l'école par exemple aussi, parce qu'il ne faut pas éduquer les gens. Laisser des femmes à la maison, c'est pratique parce que elles ne peuvent pas aller entendre des choses et se révolter éventuellement plus tard. C'est pour ça que je pense qu'il y a un blocage sur la culture, c'est très important, c'est un vrai projet qu'ils ont, c'est pas des fous. Moi, je me porte un peu en faux contre ça. Et le film le montre bien, là aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec Daesh, hein, mais ça contient en germe, ça contient déjà en germe la destruction du savoir, de l'humanité. Et je pense que l'objectif, et le film le montrait aussi, c'était de détruire un passé et de pas d'inventer. Alors, c'est pour ça que moi, je garde civilisation, ça me fait peur. Choc des civilisations, ces mots me font peur. Parce que déjà, Daesh, c'est pas une civilisation. Ils sont ultra minoritaires, il faut quand même le dire. Hein. Ils ne peuvent pas représenter la civilisation islamique à eux tout seuls, loin de là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, en tant qu'historien, citoyen, j'ai eu mal au cœur des gens assassinés, j'ai eu mal au cœur de voir Palmyre détruite, j'ai eu mal au cœur de voir la mosquée à Alep, la magnifique mosquée détruite. Voilà, je suis excessivement chagriné, d'autant plus que je n'y suis pas encore allé, donc c'est trop tard. Un petit peu compliqué. Oui. Vous vouliez évoquer un autre film aussi, Timbuktu. Oui, alors il y a plein de choses. J'ai entendu aussi qu'on évoquait la destruction des Bouddhas de Bamiyan, aussi en Afghanistan. Voilà, donc là aussi, depuis 2001, il y a eu plein de choses qui se sont opérées dans le monde. Au Mali, d'ailleurs, on entendait aussi condamnation tout à l'heure. Par le TPE. Philippe Ollier appelait la condamnation. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps pour un Malien, d'ailleurs. C'est peu. Il n'était pas tout seul, hein, vous avez bien compris, bien entendu. C'est un début. Voilà, mais c'est un début. Et une petite symbolique dans Bamiyan, avant de parler de Timbuktu, mais ce qui me plaît dans Bamiyan, justement, c'est qu'ils ont détruit, ils ont mis du temps à détruire ces statues immenses, ces Bouddhas immenses, et ces Bouddhas ont résisté.
C'est-à-dire qu'indirectement, accrochés à la falaise, aujourd'hui, il y a encore des traces. Ils étaient accrochés à la falaise. Ils n'ont pas tout détruit. On voit justement là des images de la BBC. Hein. Timbuktu, vite, quelques C'est ce que vous avez dit pour le Mali. Voilà. Interdiction de la musique. Il y a des scènes où, par exemple, quelqu'un joue de la guitare, un morceau qui ne convient pas à la brigade des mœurs qui passe par là. Hop, arrestation, torture, etc. Donc voilà, on impose un mode de vie, vous l'avez dit, très rude. Et c'est la suppression de la culture, c'est même la négation d'une certaine culture. Marcel, la négation de la culture, et c'est aussi votre réflexion que vous vouliez apporter dans ce débat, dans ce débriefing, avec des ouvrages. Hein. Oui, avec le premier, Histoire universelle de la destruction des livres. C'est un Vénézuélien qui a écrit ça, s'appelle Fernando Baez. Il a mis 12 ans pour écrire ce bouquin. Et dans ce livre, il regroupe, ça commence avec les tablettes sumériennes, ça va jusqu'à Bagdad. Chaque fois que les livres ont été détruits, aussi bien par la main de l'homme, hein, on l'a dit, autodafé, saccage, tout ce qu'on veut, mais aussi toutes les destructions naturelles, qui sont peut-être encore plus importantes. Il a tout recensé, c'est une somme monumentale, c'est absolument passionnant. Alors, les inondations, par exemple. Beaucoup de livres ont été détruits par l'eau. Vous savez, une grande bibliothèque qui a été détruite par l'eau, celle du Titanic. Il y avait des livres magnifiques dans le Titanic. Voilà. On apprend aussi que ça continue. Hein. Il y a encore des livres qui sont brûlés, on n'en entend pas parler. Il nous raconte l'histoire d'un pasteur aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, qui a brûlé une centaine d'ouvrages parce que le héros, et c'était le fils du démon. Vous savez quel bouquin c'était ? Harry Potter. Donc voilà, c'est un ouvrage absolument fabuleux. Il faut essentiel, le lire. vous nous le disiez. Essentiel. Hein. Et je vais finir par... Le livre commence par cette citation. Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. C'est un grand écrivain allemand du 19e siècle qui l'a écrit, Heinrich Heine, malheureusement. C'est ce que disaient un petit peu Marie-Jo et Philippe dans leur débat. Là où on détruit des livres, on détruit l'humanité, on détruit les hommes. Autre ouvrage important. On en a parlé, Palmyre. Palmyre, l'irremplaçable trésor de Paul Veyne. Paul Veyne, grand historien, professeur. Bon, c'est le spécialiste de la Rome antique. En fait, il a écrit ce bouquin quand il a appris que Palmyre avait été détruite. Il s'est dit qu'en tant qu'homme et en tant que professeur, il s'était indigné. Il fallait écrire un livre sur Palmyre, ressusciter Palmyre, montrer la splendeur qu'était Palmyre. Voilà, c'est un peu un coup de gueule qu'il a écrit. C'est un bouquin qu'il a écrit tout de suite. C'est très court, mais c'est absolument magnifique. Il fait vraiment revivre cette ville de Palmyre. Il y a un tout petit reproche que je fais au livre, c'est qu'il aurait dû mettre une carte pour les gens où ça situe Palmyre. C'est le seul reproche que je ferais au bouquin. Sinon, c'est pas du tout un livre pour les érudits. Je sais pas. Xavier, non, c'est un livre. Tu l'as lu, il est là, finalement. Il est là, vous l'avez exactement. Il est là, vous l'avez lu, vous avez aimé, et vous aimez surtout beaucoup Paul Veyne. Oui, c'est sûr. Bon, après, je ne sais pas si on a quelques secondes très vite, je voulais quand même dire aussi qu'il ne faut absolument pas nous, on se dédouane, occidentaux, parce que quand les Américains ont envahi l'Irak, pour aller chercher Saddam Hussein, le pillage du musée a été fait, les Américains s'en sont un petit peu lavé les mains, et on peut imaginer qu'il y a même de riches Américains ou de riches amateurs d'art qui s'amusent à faire circuler ces œuvres, parce que ce qui me gêne aujourd'hui, ce qui est le plus important à mon sens, c'est le pillage. On en parle peu. Plus que les destructions, c'est le pillage. Un numéro du Courrier international l'évoque cela aussi. C'est vrai, sauf que pas ce qui se passe en Europe. Des bibliothèques ont été détruites en ex-Yougoslavie aussi. On n'en a jamais parlé. Merci beaucoup à vous deux pour ce premier débrief culturel. Nous le ferons souvent, nous débattrons dans la première partie, nous continuerons à susciter, à piquer la curiosité sur des sujets comme celui-ci. Et ensuite, vous viendrez tous les deux débattre, surtout apporter votre regard cinématographique et littéraire. Merci beaucoup les amis et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stell évidemment. Surtout, ne zappez pas. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.